Astor méprisait son demi-frère, John. Alors quand John réclama sa part de la fortune familiale, Vincent refusa, ignorant que cela déclencherait la chute de toute la famille Astor. La famille Astor n'a jamais été du genre à rester immobile. Bien que John Jacob Astor soit né en Allemagne, il partit pour Londres à l'âge de 16 ans, où il rejoignit son frère aîné, George. En novembre 1783, l'Amérique venait de sortir d'une longue bataille qui allait pour la liberté contre l'Angleterre, et Astor avait 20 ans. Il vit une opportunité dans ce nouveau pays et y avait déjà des contacts. Il laissa son frère George en Angleterre pour rejoindre son frère Henry en Amérique, entamant ainsi son périple. Les Astor atteignirent le sommet en ne manquant jamais une opportunité. Henry travaillait dans une boucherie à New York qu'il avait déjà établie, et lorsque John embarqua sur un navire pour l'Amérique, il avait l'intention de le rejoindre dans cette affaire. Le destin, cependant, avait d'autres plans en tête. John Jacob Astor fit fortune en prêtant attention à ce qui se passait autour de lui. À bord du bateau qui l'emmenait en Amérique, Astor rencontra un commerçant de fourrure. Après sa conversation avec cet homme, une idée commença à germer dans son esprit. Une simple conversation avec un inconnu changea le cours de sa vie. À son arrivée à New York, il mit en œuvre son plan initial de travailler avec son frère dans sa boucherie. Pourtant, l'idée du commerce de fourrure ne quitta jamais son esprit. Astor ouvrit sa propre boutique de produits en fourrure à New York à la fin des années 1780, seulement quelques années après son arrivée dans le pays. Il commença à acheter des peaux brutes aux Amérindiens, qu'il préparait lui-même avant de les revendre à Londres pour un grand profit. Il était au début de son succès, et Astor le savait. Les Astor savaient que le véritable ticket pour le succès était de saisir les opportunités autour d'eux. En 1784, le traité de Jay ouvrit de nouvelles perspectives commerciales. Le Canada devint soudain une option. John Jacob Astor eut désormais l'opportunité de commercer sur un marché plus vaste, et il n'hésita pas à la saisir. En 1800, à peine 20 ans après ses débuts, Astor avait accumulé l'équivalent moderne de 229 millions de dollars. Et il y avait une raison à cela. Il était impitoyable. Les Astor ne devinrent pas l'une des familles les plus riches d'Amérique en jouant fair play. John Jacob Astor se moquait de ceux qui travaillaient pour lui. Il cherchait son profit et exigeait des prix élevés de ses commerçants. En retour, Astor utilisait cela pour inciter ces derniers à répercuter ses coûts sur les populations indigènes, avec lesquelles ils échangeaient des fourrures. Entre autres, les commerçants utilisaient de l'alcool pour obtenir l'avantage sur les indigènes avec qui ils faisaient affaire. Mais ces derniers ne furent pas les seules personnes que les Astor écrasèrent sur leur chemin vers le sommet. John Jacob Astor n'avait pas peur de l'adversité. Bien qu'il ait déjà amassé d'énormes sommes d'argent, des menaces pointaient à l'horizon. Le gouvernement conçut l'Embargo Act de 1867 pour limiter le commerce extérieur, fermant ainsi le lucratif commerce de fourrure avec le Canada dont Astor s'était accommodé. Il semblait que l'ascension de la richesse d'Astor touchait enfin à sa fin. Astor transforma ces obstacles en nouvelles opportunités. Au lieu de laisser l'Embargo Act entraver son chemin, il obtint l'approbation du président Jefferson pour établir sa propre entreprise, l'American Fur Company. Cela marqua le début du contrôle d'Astor sur le commerce de fourrure, non seulement dans la région des Grands Lacs, mais aussi dans celle de la rivière Columbia. Pendant son ascension sur le commerce de fourrure, Astor ne restait pas inactif avec son argent. Au contraire, il utilisait sa nouvelle richesse pour investir dans quelque chose qui, selon lui rapporterait un profit. L'immobilier à New York devint la véritable passion d'Astor. La famille Astor fit fortune grâce à des investissements judicieux. John Jacob Astor acheta son premier terrain à New York en 1799. Il finit par vendre son entreprise de fourrure pour se concentrer sur l'immobilier. Il savait qu'en faire un bon achat. Astor n'investissait pas dans n'importe quel terrain. Il plaçait son argent dans des terrains qui lui rapporteraient le plus de profit
et de prestige. L'une de ses plus grandes acquisitions fut une ferme de 70 acres au cœur de Manhattan, qui deviendrait un jour Times Square. Ce terrain permit à ses descendants de continuer à prospérer. Bien qu'Astor ait eu 5 enfants survivants, il n'avait que 2 fils. Son fils aîné était malade et considéré comme mentalement instable. Par conséquent, c'est son deuxième fils, William Backhouse Astor, qui hérita et perpétua l'héritage des Astor. Toute la famille Astor était industrieuse. Le frère de John, Henry, avait également continué à se faire un nom. Au moment de son décès, la succession de Henry Astor valait l'équivalent de 570 millions de dollars en monnaie actuelle. N'ayant pas d'enfant, Henry légua sa succession au fils de son frère, William. William devint immensément riche du jour au lendemain, et il n'avait même pas encore hérité de la fortune de son père. Au moment de son décès, John Jacob Astor était l'homme le plus riche des États-Unis. En termes modernes, sa succession entière valait l'équivalent de 598 millions de dollars. Bien qu'il ait laissé quelques petits legs à d'autres organisations, l'essentiel revint à William, s'ajoutant à ce qu'il avait hérité de son oncle. Et William ne resta pas inactif avec cet argent. La richesse des Astor continua de croître sous la direction de William. Comme toute bonne famille, les Astor savaient quand et comment bien se marier. William maria son deuxième fils, William Backhouse Astor Jr., à Caroline Schermerhorn, une femme de la haute société. La famille Schermerhorn était l'une des plus anciennes de New York. Donc cette union donna aux Astor le prestige social dont ils avaient tant besoin. Elle changea également la forme de la famille pour toujours. Caroline Astor était une puissance sociale, et elle le savait. Malgré une éducation empreinte des meilleures manières de la haute société, rien ne plaisait plus à Lena Astor que de brandir son statut sur tout le monde, y compris son mari. En raison de la lignée de sa famille, c'est Caroline qui avait fait un mariage en dessous de sa condition. Son mariage avec William était empreint de tension. Caroline aimait rappeler à son mari qui détenait le pouvoir social dans leur relation. Et William était un mari indifférent, préférant apparemment tout plutôt que de passer du temps avec sa femme. Ainsi, Caroline s'amusait aux dépens des autres. Caroline Astor comblait le vide créé dans son mariage en accumulant pouvoir social et attention de ses pairs. Elle organisait fréquemment des bals et des événements somptueux, prenant un grand plaisir à exclure ceux qui ne répondaient pas à ses critères. Cependant, malgré tout son influence, Caroline se sentait toujours en manque de la seule chose qu'elle désirait le plus. Ce n'était pas seulement avec son mari que Caroline Astor ne s'entendait pas. En réalité, Caroline était généralement mal aimée de tout le clan Astor. Il y avait une couche supplémentaire d'animosité entre Caroline et le frère aîné de son mari, John Jacob Astor III, ainsi que sa femme, Charlotte Augusta Gibbs, sa belle-sœur, qui se trouvait sur son chemin. En tant qu'épouse du plus jeune monsieur Astor, elle n'avait pas de droit sur le titre qu'elle convoitait vraiment, celui de la Madame Astor. Caroline ne tolérerait pas cela longtemps. Soudain, en 1887, Caroline obtint tout ce qu'elle avait souhaité. Sa belle-sœur décéda subitement, et le titre qu'elle avait tant convoité était enfin à portée de main. Caroline était déterminée à faire du titre de Madame Astor le sien, mais ses années de relations froides avec ses beaux-parents signifiaient qu'il n'allait pas lui céder ce titre si facilement. Le fils de Charlotte et John, William Waldorf, était parfaitement conscient de l'aversion de sa mère pour Caroline, et il n'était pas prêt à lui accorder le plaisir de porter le titre que sa mère avait protégé pendant tant d'années. Il voulait donner ce titre à sa propre femme, Mamie. La famille commençait à se déchirer. Caroline Astor était aussi impitoyable que ses beaux-parents avant elle. Bien que les familles se soient disputées sur la question pendant quelques mois, Caroline s'empara du titre avant que William et Mamie n'aient vraiment mis leur plan de bataille au point. Caroline était enfin la Madame Astor, mais William continua le combat. Les Astor ne reculent pas devant une lutte,
et William ne faisait pas exception. Caroline se retrouva, un matin, réveillée dans sa maison par un spectacle désagréable. Elle ne voyait plus la maison de son beau-frère, John Jacob Astor III, à côté, mais un chantier de construction. Ce n'était que le début du plan de William. Le plan de William était aussi sournois que tout Astor pouvait l'espérer. À la place de l'ancien manoir de son père, il construisit un hôtel imposant, le Waldorf. Non seulement ce bâtiment éclipsait le manoir de Caroline à côté, mais il frappait Caroline là où ça faisait mal, son statut. La société respectable ne fréquentait pas les hôtels. Caroline partit en guerre. Les Astor ne perdaient pas, et certainement pas face à Caroline Astor. Elle et son fils, John Jack Jacob Astor IV, conspirèrent bien pour riposter contre leurs parents. En fin de compte, ils optèrent pour un plan simple, surpasser leurs adversaires à leur propre jeu. Ils construisirent leur propre hôtel, l'Astoria. Non seulement l'Astoria était plus grand que le Waldorf, mais ils soulignaient qui avait le droit au nom Astor. William avait commencé le jeu, mais Caroline l'avait terminé. Ironie du sort, le Waldorf et l'Astoria finiraient par fusionner pour devenir l'actuel célèbre hôtel Waldorf Astoria. La famille Astor, cependant, ne peut pas en dire autant. Le dernier coup de Caroline dans la querelle fut si bien exécuté qu'il finit par chasser William Waldorf jusqu'en Angleterre. Cependant, de plus grands problèmes se profilaient pour les Astor, directement issus du sang de Caroline. William Backhouse et Caroline Astor eurent 5 enfants. Le plus jeune, leur seul fils, était John Jacob Astor IV. Jack, comme on l'appelait, fit un bon mariage avec Ava Lowell Willing, une socialite américaine respectée, comme on l'attendait de lui en tant que fils de L.M. Madame Astor. Malheureusement, cette union n'était pas aussi parfaite qu'elle pouvait le sembler. Malgré 2 enfants, l'union de Jack et Ava n'était pas heureuse. 1 an seulement après le décès de sa mère, Jack et Ava divorcèrent, dirait. Si ce scandale n'était pas suffisant, ce qui suivit ruina leur réputation à jamais. Ava et Jack divorcèrent en novembre 1909. À peine 2 ans plus tard, en septembre 1911, John Jacob Astor IV se remaria. Le second mariage d'Astor fut avec Madeleine Talmadge Force, âgée de 18 ans. Il avait 47 ans à l'époque de ce mariage. L'image des Astor était véritablement coulée, métaphoriquement et bientôt littéralement. Le nouveau couple Astor partit pour une lune de miel prolongée qui les emmena jusqu'en Égypte. À l'étranger, le couple découvrit que Madeleine était enceinte. Astor voulait s'assurer que son nouvel enfant naisse en Amérique. Alors ils réservèrent immédiatement un passage sur le navire le plus récent et le plus extravagant, le Titanic. Le rude réveil que Madeleine et Jack Astor reçurent cette nuit fatidique d'avril 1912 est entré dans l'histoire. Enveloppés dans leurs vêtements les plus chauds, Astor aida sa femme enceinte à grimper par une fenêtre de la promenade de première classe pour atteindre la sécurité d'un canot de sauvetage. Il n'eut pas cette chance, bien qu'Astor ait demandé à l'officier responsable du canot s'il pouvait rejoindre sa femme. Compte tenu de son état, l'officier refusa. Les canots de sauvetage étaient réservés aux femmes et aux enfants. Malgré ses promesses calmes qu'il reverrait Madeleine le lendemain matin, John Jacob Astor IV fut parmi les centaines de victimes du Titanic. Si cela n'était pas assez tragique, Astor laissa derrière lui une famille brisée et divisée. 3 mois après avoir survécu au naufrage, Madeleine Astor donna naissance à l'enfant que son père ne rencontrerait jamais, John Jacob Astor VI, connu sous le nom de Jakey. Bien que Jakey ait survécu au naufrage, l'héritage de scandale de son père le suivrait pour le reste de sa vie. Quand Jack Astor laissa le malheur dans son sillage à sa mort, il n'avait pas prévu de disposition pour sa nouvelle épouse dans son testament, lui fournissant quelques actifs de sa succession. Cependant, ceux-ci étaient relativement modestes et assortis de conditions.
Madeleine ne pouvait continuer à accéder à l'argent d'Astor que si elle ne se remariait pas, ayant appris l'existence de son fils à naître juste avant d'embarquer sur le Titanic. Jack Astor n'avait pas eu le temps de mettre à jour son testament pour l'inclure. De plus, il laissait derrière lui 2 enfants d'un précédent mariage. Avant même sa naissance, Jakey était déjà désavantagé. Le père de Jakey avait prévu un legs de 3 millions de dollars pour tout autre enfant survivant. Cependant, Jakey ne pouvait y accéder avant ses 21 ans. La majeure partie de la fortune Astor revint à son frère aîné, William Vincent Astor. Et Vincent n'avait pas pardonné à son père les dommages causés à leur famille. Vincent Astor avait 20 ans lorsqu'il hérita de la majeure partie de la fortune familiale, s'élevant à des millions de dollars. Jusqu'à ce point, la famille Astor avait continué à accroître sa richesse aux dépens des autres. Ils étaient, sans aucun doute, des propriétaires de taudis, même au XXe siècle. Cela ne plaisait pas à Vincent. Vincent Astor était quelque chose d'inconnu en Amérique à cette époque. Vincent Astor avait une conscience sociale hautement développée. Il n'appréciait pas d'apprendre que sa famille avait profité pendant des années de la souffrance des autres. Il plaça la majeure partie de la richesse familiale dans une organisation caritative à son nom et entreprit de transformer leurs anciens logements insalubres en propriétés qui servaient réellement les gens. Il se maria 3 fois, et bien que le 3e mariage tint bon, il se réalisa d'une manière étrange. Vincent Astor épousa Roberta Brooke Russell le 8 octobre 1953. Un mois seulement auparavant, il était marié à sa 2e femme, Mary Benedict Cushing. Une rumeur populaire à l'époque prétendait qu'Astor n'accorderait le divorce à Cushing que si elle lui trouvait une autre épouse à épouser. Quelles que soient les circonstances, ce mariage s'avéra profitable pour Brooke Astor. Malgré son accent sur les œuvres philanthropiques, lorsque Vincent Astor décéda en février 1959, il laissa derrière lui une succession Astor considérable. C'est à ce moment que son demi-frère, Jackie Astor, revint dans le tableau. Cependant, si Jackie pensait que son heure était enfin venue d'hériter de sa part de la succession de leur père, il se trompait. Vincent Astor méprisait Madeleine, et donc il méprisait aussi son demi-frère. Son mépris pour sa belle-mère et son demi-frère était si profond qu'il n'hésitait pas à déclarer qu'il ne considérait pas Jackie comme un véritable Astor. Vincent n'avait aucun intérêt à jouer le jeu avec l'autre moitié de sa famille ou à leur donner de l'argent, mais il n'aurait jamais pu prévoir que cela mènerait à la chute de tous les Astor. Vincent Astor laissa toute sa succession à sa 3e épouse, Brooke Astor, et les fissures qui existaient depuis longtemps dans la famille Astor finirent par éclater. Jackie déclara que Vincent avait le droit légal, mais pas moral, de garder tout l'argent. Il était également prêt à mettre son propre argent là où était sa parole. Jackie intenta un procès contre la veuve de Vincent, Brooke, pour l'héritage qu'il estimait lui être dû. S'il pensait que cela fonctionnerait, Jackie ne savait pas à qui il s'attaquait. Brooke Astor n'était pas du genre à reculer devant un combat. Vêtue de sa plus belle tenue de deuil, Brooke pleura devant le tribunal. Elle gagna, et Jackie se contenta de 250 000 $, une fraction de ce qui lui était dû. Brooke avait peut-être vaincu Jackie, mais elle allait aussi provoquer la chute des Astor. Brooke Astor était loin d'être une jeune ingénue, et lorsqu'elle épousa Vincent, Brooke avait déjà été mariée 2 fois, et ces mariages laissèrent leur héritage. Elle avait un fils, Anthony Tony Dryden Marshall, de son premier mariage. Marshall serait la perte non seulement de sa mère, mais de tous les Astor. Le premier mariage de Brooke Astor avec le père de Marshall fut difficile. Bien qu'ils aient échappé à ce mariage lorsque Marshall avait 6 ans, les tensions de cette union persistèrent tout au long de leur vie. La tentative de Brooke de tourner la page laissa son fils se sentir négligé. Au tournant du millénaire, il devint clair que Brooke Astor souffrait d'Alzheimer. À mesure que sa confusion grandissait, son fils Tony Marshall vit enfin sa chance de se venger.
Une fois le diagnostic de Brooke officiel, Marshall devint son mandataire, lui donnant un pouvoir total sur sa succession. Il isola sa mère pour augmenter son contrôle sur elle. Il vendit ses objets de valeur et s'appropria sa succession. Il grignotait la fortune, Astor morceau par morceau. Tony Marshall avait renvoyé tous les membres du personnel qui auraient pu protéger Brooke Astor. Il la convainquit qu'elle était désormais pauvre et la laissa vivre dans la misère, comptant ses sous. La grande erreur des Astor était sur ses dernières jambes. Le salut de Brooke Astor vint d'un endroit inattendu. Tony Marshall avait des jumeaux d'un précédent mariage, que même Vincent Astor avait apprécié. Ce fut le fils de Marshall qui remarqua ses agissements et lança un procès. Les choses commencèrent à s'améliorer pour Brooke lorsqu'elle emménagea dans une propriété confortable. Elle vécut encore 1 an avant de s'éteindre à l'âge respectable de 105 ans. Quelques mois plus tard, Marshall fut officiellement inculpé. Le mal, cependant, était fait. Entre le scandale de Jack Astor, la philanthropie de Vincent et le vol de Tony Marshall, la vaste richesse et le statut social des Astor avaient diminué jusqu'à n'être plus qu'un souvenir. Cependant, c'est un souvenir qui continue de vivre à travers le monde. De New York à l'Oregon, et même en Angleterre, on peut encore trouver des ombres de ce qu'étaient autrefois les Astor. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornet, pour plus de faits incroyables sur tout.